Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Minder Cash et aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle parce que nous allons parler de Palestine et Israël, c'est le sujet qui fâche, c'est le sujet qui fait la une de tous les journaux depuis un mois et la question centrale auquel nous allons avoir une discussion aujourd'hui, c'est la solution à deux États. Cette solution elle est très souvent évoquée par les différents politiciens, notamment en France, comme la solution la plus logique et la plus adaptée pour résoudre le conflit entre les deux pays. Dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà le background, la situation globale dans la région, le rapport de force, et pourquoi cette solution elle est beaucoup plus complexe à mettre en place que cela peut paraître. Je me rends parfaitement compte que je vais aborder le sujet qui est très clivant, donc je vais essayer d'être au maximum objectif et vous présenter une information telle qu'elle est, sans partie prise. Donc ça va être difficile parce que il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment très glissants, ils peuvent avoir des interprétations très différentes selon votre point de vue, mais je vais faire le maximum, tout ce qui dépend de moi, pour vous fournir, comme d'habitude, une information pertinente. C'est vrai que cette solution à deux étapes paraît la plus logique et la plus naturelle. Elle est souvent évoquée par les politiciens en Europe, notamment en France, parce que si deux peuples ne veulent pas vivre ensemble, pourquoi ne pas créer deux États et laisser chacun faire leur vie? Et en plus, ça s'inscrit parfaitement dans la dogme occidentale qui reconnaît les libertés des peuples et qui reconnaît le droit à autodétermination. Quelques jours après l'attentat de 7 octobre 2023, Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez sans doute, il s'est prononcé par rapport à ce qui s'est passé en Israël, en disant que la solution à deux États pourrait résoudre le conflit à long terme, et ce qu'il a dit une phrase que pourquoi au moins ne pas l'essayer? Et maintenant nous arrivons au premier chapitre de cette vidéo où je vais vous annoncer que nous avons essayé. Encore une fois, Mélenchon, il a menti, c'est un mensonge de dire que nous n'avons pas essayé. On a essayé, et même on a essayé plusieurs fois, et ça n'a jamais marché. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et pourquoi ça ne risque pas de marcher dans l'avenir proche. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je suis obligé d'être factuel et prouver chaque parole que je dis, et donc pourquoi je dis que nous avons déjà essayé la solution à deux États? C'est tout simplement que en 1947-1948, quand l'ONU a voté justement la solution à deux États, elle a été largement rejetée par les pays arabes. Et cette solution, elle a provoqué le premier conflit armé entre les Israéliens et les Palestiniens, qui est le conflit qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je veux me permettre de citer ce que dit Wikipédia par rapport à cette résolution de l'ONU et le plan que l'ONU avait proposé. Donc ce plan prévoyait la partition de la Palestine mandataire en trois entités, avec la création d'un État juif et d'un État arabe, tandis que la ville de Jérusalem et sa proche banlieue sont placées sous contrôle international en tant que corpus separatum. Dans cette vidéo, je ne veux pas rentrer dans les détails historiques très profonds, mais je vais le faire si vous mettez beaucoup de likes, si cette vidéo va faire beaucoup de vues et beaucoup de partages. Dans ce cas-là, je verrai que ce sujet vous intéresse. Et dans ce cas-là, je vais vous expliquer également pourquoi il y a eu déjà, dans quelles circonstances surtout il y a eu cette discussion au sein de l'ONU. Il s'agit de mandat anglais qui a pris la fin justement en cette période. Et il y avait une question, quoi faire avec ce territoire, à qui il va appartenir. Et juste pour vous donner un petit peu plus d'informations quand même, c'est que le mandat anglais, il prévoyait la création de l'État juif. Donc le mandat anglais, il était très anti-palestinien. Il était même scandaleux de mon point de vue personnel, donc là je vais me permettre parfois glisser mon point de vue subjectif, mais je trouve que justement, quand les Anglais ont obtenu ce mandat, ça a eu lieu après la Première Guerre mondiale, leur projet était de créer l'État juif, sans parler du tout des Palestiniens. C'est là où il y a eu vraiment une discrimination du peuple palestinien, et pourtant on n'en parle jamais. En revanche, on parle beaucoup de la discrimination quand il s'agit justement de cette résolution de 1947-1948, où la solution à deux États qui est bien plus favorable aux Palestiniens qui a été proposée. Donc déjà, ici, il y a une petite incohérence, parce que cette résolution, elle était presque en faveur des Palestiniens par rapport à ce que était prévu auparavant. Donc là, je peux rentrer en détail si ça vous intéresse dans une vidéo suivante, mais aujourd'hui, nous allons se concentrer sur cette idée des deux États et pourquoi moi je pense qu'il ne peut pas marcher aujourd'hui comme elle n'a pas marché depuis 1948.
Nous allons commencer par la géographie. Depuis mon enfance, j'adore la géographie. Je pars du principe que vous connaissez où se trouve Israël, c'est à l'est de la mer Méditerranée, et là des frontières avec l'Égypte à l'ouest, et à l'est Jordanie et Syrie. Et au nord, il y a une frontière avec le Liban, où il y a notamment cette organisation Hezbollah qu'on entend parler très souvent ce dernier temps, où il y a eu également des confrontations meurtrières, mais maintenant nous allons se concentrer sur le territoire d'Israël et de l'autorité palestinienne, comme on l'appelle. Je me permets une certaine facilité des termes, parce que je risque de ne pas être exact du point de vue juridique sur certains points, mais j'essaie de simplifier ce sujet pour que ce soit facile à comprendre. Donc grosso modo, au sein du territoire Israël et autorité palestinienne, on peut distinguer trois secteurs. Donc c'est l'Israël dans ses frontières reconnues internationalement, et les frontières de l'autorité palestinienne qui sont très très complexes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur cette carte, ça a l'air très simple, parce qu'on a deux zones. Il y a une enclave, bande de Gaza, dont on parle tous les temps dans les médias ce dernier temps, depuis l'attentat 7 octobre, et la Cisjordanie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la relation entre ces deux secteurs? Donc normalement, les deux font partie de l'autorité palestinienne, et normalement, la Cisjordanie et le régime Fatah qui actuellement gouverne dans la Cisjordanie avec le président Mahmoud Abbas, elle est normalement censée de contrôler également la bande de Gaza. Sauf que en 2006, quand les colons israéliens se sont retirés de la bande de Gaza, il y a eu une élection, en plus élection démocratique. Attention, c'est très très important pour comprendre ce conflit, qu'il y a eu une élection démocratique dans la bande de Gaza où Hamas a été élu. À l'époque, déjà à cette époque-là, Hamas, c'était une organisation terroriste avec un bilan des attentats impressionnant, et pourtant il a été élu par les habitants de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc toute la discussion aujourd'hui autour de cette solution à deux États va être construite sur deux axes. Le premier axe, c'est purement politique. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi, selon moi, même politiquement, c'est très difficile d'avoir une solution à deux États. Et le deuxième axe qui sera économique, qui sera beaucoup plus habituel pour la chaîne Miner Cash, où nous allons parler des sujets macro. Eh bien, le sujet politique, il est extrêmement complexe, comme vous pouvez déjà voir, parce que ce territoire qui est censé être gouverné à partir de Ramallah, qui est la capitale de la Cisjordanie et de l'autorité palestinienne, mais ce n'est pas le cas. Vu que Hamas a pris le pouvoir en 2006 dans la bande de Gaza, en fait, il a pris en 2007, c'est le retrait des troupes israéliennes qui était en 2006. Eh bien, aujourd'hui, on peut parler de deux États, réellement, au sein de l'autorité palestinienne, c'est la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la guerre dans la bande de Gaza, mais il n'y a pas de guerre dans la Cisjordanie, qui est une organisation reconnue. Fatah, c'est une organisation reconnue internationalement. Il y a eu des rencontres à haut niveau avec Blinken, avec les différents représentants du monde occidental. Donc Mahmoud Abbas, c'est quelqu'un à qui on peut parler sur la scène internationale. Évidemment, Hamas, on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas imaginer une rencontre entre, par exemple, je ne sais pas, Biden, le leader de Hamas, mais dans les faits, c'est cette organisation qui gouverne dans la bande de Gaza. Un autre point qui est extrêmement important, c'est que, comme je viens de vous dire, Hamas était élu démocratiquement. La question qui se pose, pourquoi il n'a pas eu une élection dans la Cisjordanie? Et bel et bien, parce que cette élection, elle exposerait le monde entier au risque que Hamas aurait pris le pouvoir également dans la Cisjordanie. Dans ce cas-là, ça ferait un bordel absolument incroyable dans la région. Et pour cette raison, Fatah ainsi que Mahmoud Abbas sont considérés presque en traîtres. Et en tout cas, le pouvoir de Mahmoud Abbas, il est très fragile. Donc sa autorité n'est pas du tout assurée, même en Cisjordanie, sans parler de la bande de Gaza. Donc il y a un véritable risque de prise de pouvoir du Hamas s'il aurait une élection démocratique dans la Cisjordanie. Et voilà, nous arrivons au premier argument. Pourquoi je pense que la solution à deux États serait difficile à mettre en place. Tout simplement, s'il y aura une négociation internationale pour la création de deux États, à qui la communauté internationale, par le biais de l'ONU, certainement, aurait parlé. Évidemment, il aurait parlé à Fatah et Mahmoud Abbas. Mais Mahmoud Abbas, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Il a le pouvoir uniquement formel et administratif, et beaucoup de personnes le considèrent
comment presque traître, ils ne font pas du tout confiance dans la prise de décision de l'avenir de la Palestine. Donc même si on arrive à un accord avec Mahmoud Abbas, c'est pas sûr du tout que cet accord serait accepté par la population palestinienne sur place. C'est déjà l'énorme risque politique, ça pourrait tout simplement se transformer dans la même réaction que nous avons vue en 1948 quand l'État israélien a été proclamé. Donc déjà, le premier point, on ne sait pas à qui parler. On n'est pas interlocuteur dans cette démarche de la création de deux États, l'État palestinien et l'État israélien. Nous avons beaucoup parlé des politiciens aujourd'hui, mais on n'a pas demandé le peuple. Qu'est-ce que le peuple palestinien et le peuple israélien pensent de la solution à deux États? Eh bien, vous voyez sur votre écran le dernier sondage qui a été publié sur la chaîne Arte, à laquelle généralement on fait confiance. Eh bien, il y a seulement le tiers de population en Israël et en Palestine sont pour la solution à deux États. C'est-à-dire que 2 tiers restantes sont contre. Donc la conclusion que ce que les Occidentaux et le monde entier leur proposent, c'est pas ce que les personnes qui vivent sur place veulent. Et voici le deuxième sondage que moi personnellement je trouve encore plus frappant, que 75% de personnes en Palestine et 82% de personnes en Israël pensent que la partie adverse n'acceptera jamais la création de leur État. Donc vous voyez que de point de vue des peuples, des personnes qui sont là, qui sont sur le terrain, ils ne le veulent pas déjà, cet État. Donc là, clairement, nous avons une deuxième raison pourquoi cette solution à deux États n'est pas fiable, c'est que le peuple sur place ne le veut pas. Maintenant, la troisième raison politique, toujours, pourquoi cette solution à deux États n'est pas fiable, selon moi. Donc, il y a certaines préconditions pour que les pourparlers de la création des deux États puissent être entamés. La première précondition, c'est la disparition d'Hamas. Et pourtant, comme je viens de vous dire, Hamas, c'est une organisation qui est très populaire parmi les Palestiniens, qui est souvent vue comme une résistance à l'occupation israélienne. Donc déjà, à la base, c'est très compliqué, mais déjà techniquement, c'est également compliqué. C'est aujourd'hui la mission d'Israël dans la bande de Gaza, mais le fait, même s'il arrive au but, ce n'est pas nécessaire que Hamas va entièrement disparaître. Donc il faut que politiquement, il n'y ait plus de lien, direct ou indirect, entre le gouvernement de Fatah de la Cisjordanie avec cette organisation. Donc pour y arriver, il faut dépasser un certain obstacles très compliqués de point de vue politique au sein du monde arabe. Donc là, j'ai du mal à y croire, mais imaginons que ce sera possible, mais c'est la première précondition. Voilà. Ensuite, la deuxième précondition. Et ici, nous rentrons dans un sujet extrêmement compliqué, extrêmement clivant. Vu que c'est une vidéo d'introduction, selon votre réaction, je vais continuer ou pas d'évoquer ce sujet, c'est les colonies. Les colonies, c'est vrai que c'est un véritable sujet de confrontation entre Israël et tout le monde entier, y compris le monde occidental. Je vais vous juste présenter les faits. Que effectivement, que l'Israël, il colonise une grande partie du territoire de la Cisjordanie, et le territoire de la Cisjordanie même est séparé en 3 zones. La zone A, la zone B et la zone C. Donc la zone A, c'est la zone qui est entièrement sous contrôle d'autorités palestiniennes. Les Israéliens n'ont pas droit d'y rentrer. Notez-le bien. C'est le territoire où les Israéliens n'ont pas droit de rentrer. Donc si un jour je veux faire une vidéo sur les colonies pour vous présenter ce sujet en détail, si vous mettez beaucoup de likes, si vous partagez cette vidéo, je vois que ça vous intéresse, encore une fois, dans ce cas-là, on va parler beaucoup plus en détail de ce sujet et vous allez comprendre pourquoi et comment ces colonies se sont formées. Ensuite, la zone B. La zone B, c'est la zone B qui est partagée entre l'autorité palestinienne et les autorités israéliennes. Grosso modo, c'est là où Israël assure la sécurité. C'est la zone où les Israéliens peuvent théoriquement rentrer, mais ça reste extrêmement dangereux. Et finalement, la zone C, c'est la zone qui est la plus contestée, la plus discutable. Ce sont les colonies, qui n'ont aucune légitimité internationale, aucune légitimité juridique, mais pourtant ce sont des villes entières qui ont été construites où il y a des Israéliens qui vivent. Et malgré que ces zones sont complètement illégales, elles sont acceptées et soutenues par l'État israélien. Je ne vais pas encore une fois rentrer dans le débat, parce que c'est le débat extrêmement complexe, et ça mérite une vidéo à part. Donc, la deuxième précondition pour que les pourparlers entre Israël, les Palestiniens et tout le monde entier puissent avoir lieu, c'est que les Israéliens renoncent aux colonies. Et comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, quand ils ont fait la même chose dans la bande de Gaza, c'est l'année suivante,
quelques mois après, c'est Hamas qui a pris le pouvoir. Donc cela veut dire que les Israéliens devront prendre le risque de renoncer aux colonies en sachant que dans le passé, ça s'est transformé dans une quasi-catastrophe. Parce que ces territoires ont tombé entre les mains des terroristes et ils ont dû mettre en place le blocus de la bande de Gaza. Donc ils ne veulent absolument pas faire la même chose pour la Cisjordanie, et bien, bel et bien, ça sera une solution très compliquée à prendre de point de vue de la politique d'Israël et surtout la politique pour assurer sa propre sécurité. Donc mes amis, la troisième raison pourquoi la solution à deux États ne marchera pas selon moi, c'est parce que ces deux préconditions sont très difficiles à remplir. Pour éliminer Hamas entièrement, c'est très compliqué, et Israël ne va pas renoncer purement et simplement à ses colonies, et il ne va pas détruire les maisons qui ont été construites dans les zones qui sont actuellement occupées par l'Israël. Et maintenant, nous passons au deuxième axe plus économique de l'analyse, c'est là où je suis beaucoup plus confortable. Et je trouvais des informations qui vont probablement vous choquer. En tout cas, moi, ils m'ont choqué. Nous avons tous l'impression de la Palestine, notamment de la bande de Gaza, comme un territoire de la pauvreté totale, vraiment de la misère totale. Et je me suis intéressé à un moment donné par les statistiques macroéconomiques, en fait, comment l'économie tourne. Et ça, c'est vraiment un point super important. Je disais toujours dans mes vidéos que vous savez que l'économie prend le devant sur la politique très souvent. Et je pense que même de point de vue de l'axe politique, on a une réponse encore plus claire que depuis de l'axe politique. Tout simplement parce que économiquement, c'est tout simplement impossible de créer les deux États. Vous allez voir pourquoi. Donc, regardons maintenant les statistiques de la bande de Gaza. D'ailleurs, je l'ai pris sur le site de CIA, donc vous voyez, le site que je fréquente. Ça, c'est pour les complotistes, l'information. Donc, je travaille pour le CIA. Bref, l'espérance de vie dans la bande de Gaza, c'est 75,6 années. Estimation 2023. C'est 122e position dans le monde. Est-ce que ça vous choque? Moi, ça me choque pas spécialement. Moi, je m'attends quand même dans un pays qui est dans la misère totale, dans la pauvreté totale, d'avoir l'espérance de vie nettement inférieure à cela. Un autre paramètre que d'ailleurs pour moi est encore plus représentatif, c'est la mortalité des enfants. Donc, il y a 14,8 enfants morts par 1000 personnes. Donc, c'est mieux que Liban, c'est mieux que Yémen, c'est mieux que la Syrie, et c'est légèrement pire que l'Iran. Donc vous voyez, donc ça c'est le deuxième paramètre. Maintenant, l'accès à l'eau. Donc le pays qui vit dans la pauvreté totale, normalement, il a souvent les problèmes l'accès à l'eau. Donc notamment, on l'entend souvent en Afrique et dans beaucoup d'autres pays pauvres. Donc là, on constate que presque 99% de la population, ils ont l'accès à l'eau potable propre. Au niveau d'éducation, plus de 97% de la population de la bande de Gaza savent lire et écrire pour les personnes au-dessus de l'âge de 15 ans. Et maintenant, nous arrivons au premier paramètre qui est très très négatif, c'est le chômage. Le chômage total est à 39,6% de la population. C'est l'estimation de l'année 2021, mais je pense que le chiffre n'a pas beaucoup changé depuis. Eh bien, c'est un des pays avec le chômage le plus élevé au monde. Donc avec les autres paramètres macro qui sont plus en ligne avec les pays émergents, on voit que le chômage, il est quand même extraordinairement élevé. Donc vraiment, il n'y a pas d'emploi et il y a énormément de personnes qui ne travaillent pas. Et un des paramètres principaux, en tout cas le plus surveillé dans l'économie, c'est le PIB par habitant, qui donne justement la lecture la plus objective de PIB du pays. Et bel et bien, la bande de Gaza, elle se trouve seulement sur 142e place dans le monde. Pour comparer, c'est beaucoup mieux que l'Afrique, et c'est légèrement en dessous de l'Ukraine et des pays pauvres de l'Europe de l'Est. Et ici, nous arrivons au point fondamental. Comment ça se fait que le pays qui ne produit rien, où il y a le chômage extraordinaire, arrive à être à peu près au milieu de la liste dans ce tableau de PIB par habitant, sachant que logiquement, il devrait être tout en bas. Et là, mes amis, nous arrivons au point central que je voudrais évoquer dans cette vidéo. Eh bien, que la structure d'une économie de la Palestine, et notamment de l'économie de la bande de Gaza, la bande de Gaza, c'est vraiment le plus représentatif, c'est le PIB qui est basé uniquement sur les aides internationales.
On critique très souvent la France pour l'assistanat, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec les aides des États, et donc ici, c'est tout l'État entier qui vit avec des subventions internationales. C'est un point d'une importance majeure. Pourquoi? Qui sont les principaux donateurs de la bande de Gaza et de l'autorité palestinienne en général? Dans cette discussion, je vais séparer le financement de la bande de Gaza, qui est un financement en direct de Hamas, même presque direct, et le financement de la Cisjordanie. En ce qui concerne le financement de la Cisjordanie, je vais maintenant tout de suite vous montrer une carte des pays qui sont les principaux donateurs de la bande de Gaza. Vous allez rigoler, même si c'est pas rigolo. Vous voyez cette carte? C'est tous les pays qui donnent de l'argent à la bande de Gaza. Donc, on peut constater que le monde entier aide Gaza. Même si ce sont des sommes pas importantes, en tout, ça va faire une sacrée somme. Et c'est ça qui fait le PIB de la bande de Gaza. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi ils les aident? Parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'il y a le conflit avec Israël, et ils veulent geler ce conflit, ils veulent que ce conflit ne se reproduise plus et ce statu quo soit maintenu. En gros, c'est les principales raisons pourquoi les pays donnent de l'argent à la bande de Gaza, justement pour éviter le conflit global au Moyen-Orient. Comme vous pouvez facilement imaginer, donc tout simplement cet argent en grande partie sera utilisé pour les activités terroristes de Hamas. Et maintenant je vais vous poser une question rhétorique. Imaginez Hamas, si on leur propose une solution à deux États qui va régler le conflit, sera la paix, etc., etc., est-ce qu'ils auront une raison d'exister? La réponse, évidemment non, parce que la doctrine de Hamas, c'est d'éradiquer Israël. Donc ils veulent que Israël disparaisse de la carte. Ils ont une doctrine proche à la doctrine des nazis de Hitler, une doctrine 100% antisémite. Donc cela veut dire l'objectif d'existence de ce groupe armé, c'est faire la guerre contre l'Israël. Donc avec cet argent qui vient de tout le monde entier, et principalement des pays qui soutiennent Hamas, c'est les pays l'Iran, Qatar, Turquie, Liban et beaucoup d'autres, si jamais la solution à l'État soit adoptée, donc dans ce cas-là, Hamas ne se recevra plus en centimes parce qu'ils n'auront plus besoin, et dans ce cas-là, ils vont disparaître purement et simplement. Est-ce que vous pensez c'est ça qu'ils veulent? Je pense que la réponse elle est évidente, que Hamas elle va faire tout ce qui dépend de lui pour rester sur place et continuer de gagner cet argent et continuer à faire la guerre en Israël pour des raisons purement financières. Voilà mes amis, le premier argument économique contre la création de ces deux États, c'est que Hamas fera tout le nécessaire pour que cette solution ne serait jamais adoptée. Tout simplement parce que financièrement, ça ne les intéresse pas du tout et leur objectif, c'est de continuer la guerre contre Israël pour laquelle ils sont payés aussi cher. Et le deuxième argument, je vais le présenter purement oralement. On a déjà vu les statistiques macro de la bande de Gaza et on peut se demander comment ça se fait qu'ils ont de l'eau propre, de l'électricité, du gaz, etc. Donc, le fait est le suivant, que tout cela est fourni par qui? Par Israël. C'est difficile à le croire, je sais, mais en tout cas, leur principal ennemi fournit pratiquement tout le nécessaire pour que les Gazaouis puissent vivre correctement. Et vous avez certainement entendu parler qu'après l'attentat de 7 octobre, quand Israël il a coupé l'eau et l'électricité, ça a créé un vrai scandale international, car cette décision, elle pourrait provoquer, et elle a provoqué, une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Et ça prouve encore une fois que toute l'infrastructure de l'électricité, de tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne, c'était fourni par l'Israël. Et donc, pour le deuxième argument, nous revenons à notre discussion très habituelle. Imaginez que, ok, nous avons créé ces deux États. Donc, une fois que ces deux États sont créés, dans ce cas-là, qui va leur fournir tout cela? Ça, c'est la question que je vous pose. Si ce sont des États séparés, cela veut dire qu'Israël n'a plus de responsabilité par rapport à comment fonctionne ce nouvel État. Mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a même pas de chemin de fer, il n'y a rien du tout pour que cette économie tourne. L'infrastructure économique, la bande de Gaza, je ne parle même pas parce que c'est une enclave, mais même dans la Cisjordanie, il n'est pas du tout adapté pour que ce soit une vraie économie. Mais est-ce que selon vous, il y aura des investisseurs, des fonds qui vont commencer à investir, s'implanter sur ce territoire où il n'y a rien qui est prêt pour que l'activité économique démarre?
Déjà, pour cette simple raison, on pourrait oublier tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. On pourrait constater que tout simplement la solution à deux États n'est pas du tout fiable au jour actuel. Parce que tout simplement la Palestine même, elle n'est pas prête pour cette solution à deux États. Soit cette solution à deux États aura comme condition, entre guillemets, qu'Israël continue à fournir tout le nécessaire à ce nouveau État, mais Israël ne va pas l'accepter, parce que dans ce cas-là, c'est pas du tout logique, car c'est contraire à toute l'idée de base de cette création de deux États, parce que l'idée de base, c'est l'indépendance, pour que deux peuples puissent construire leur propre vie. Mais c'est absolument impossible, même de point de vue économique. Et donc la conclusion est suivante, et ça c'est l'argument que moi je trouve le plus fort contre la solution à deux États. Si elle voit le jour demain, ça va très vite se transformer dans un ghetto radicalisé, où les groupes terroristes vont prendre très rapidement le pouvoir. Et ça va devenir un conflit d'une ampleur encore plus importante qu'il est aujourd'hui. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été objectif. J'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas un like pour que je sache que cette thématique vous intéresse, que vous voulez que je fasse encore plus de vidéos sur la géopolitique. Et j'espère que ça va vous aider de comprendre mieux le conflit entre la Palestine et Israël. A très bientôt pour nos vidéos plus classiques. Allez, bye bye.